d'avril 1994, à Seattle, dans le quartier résidentiel de Denny Blaine. Un électricien nommé Gary Smith se présente devant une maison pour installer un système de sécurité. Et c'est en contournant la propriété, en s'approchant d'une pièce située au-dessus du garage, qu'il aperçoit à travers une vitre un allongé au sol, immobile, dans une posture qui ne correspond à rien de banal. Ce qui le pousse à prévenir immédiatement les autorités, sans encore mesurer qu'il vient de découvrir celui d'un musicien dont le nom va en quelques heures faire le tour du monde. Cet homme s'appelle Kurt Cobain. Il a 27 ans. La nouvelle se propage rapidement, et avec elle, une onde de choc, mais aussi une question qui va s'installer durablement. Comment un jeune homme issu d'une ville aussi isolée, aussi ordinaire en apparence, a-t-il pu suivre une trajectoire aussi fulgurante jusqu'à cette fin brutale? Pour comprendre, il faut revenir bien avant Seattle, à Aberdeen. Aberdeen, avec ses routes humides, ses maisons modestes alignées sans véritable relief, ses zones industrielles marquées par les scieries, et surtout cette présence constante du bois que l'on retrouve dans les odeurs, dans les camions qui traversent la ville, dans les emplois qui structurent la vie des habitants. Mais à l'époque où Kurt grandit, cette économie commence à s'effondrer. Les usines ferment progressivement, les emplois disparaissent, et avec eux, une forme de stabilité, laissant place à une ville qui ne s'écroule pas brutalement, mais qui s'éteint lentement, ce qui crée une sensation particulière, faite d'ennui, de frustration et d'immobilisme. Dans ce contexte, les journées se ressemblent, les possibilités d'évasion sont limitées, et pour un adolescent qui ne se reconnaît pas dans ce cadre, la ville peut rapidement devenir un espace d'enfermement. C'est dans cet environnement que Kurt Donald Cobain naît le 20 février 1967. Dans une famille modeste composée de son père, Don Cobain, mécanicien, et de sa mère, Wendy Cobain, serveuse. Et dès ses premières années, il développe une sensibilité particulière, notamment à travers le dessin, qu'il pratique avec une intensité inhabituelle, remplissant des feuilles entières de croquis qu'il offre régulièrement à son grand-père, avec lequel il entretient une relation importante, faite de moments calmes, de discussions simples et d'une forme de reconnaissance qui contraste avec le reste de son environnement. Cette sensibilité, dans une ville comme Aberdeen, ne trouve pas facilement sa place. Et lorsque ses parents divorcent alors qu'il a 9 ans, ce qui était déjà comme un décalage devient une fracture. Un événement qu'il décrira plus tard comme un point de bascule, marquant le début d'un changement profond, avec un repli sur lui-même, une instabilité émotionnelle et d'un sentiment d'abandon qui va progressivement s'installer. À partir de ce moment, Kurt passe d'un foyer à l'autre, vivant chez sa mère, puis chez son père, puis chez différents membres de sa famille, sans jamais trouver une véritable stabilité, ce qui renforce son impression de ne pas appartenir à un endroit précis. Tandis qu'à l'école, ce décalage devient visible, puisqu'il ne s'intègre pas au groupe dominant, ne s'intéresse pas aux activités valorisées, et devient progressivement une figure à part, souvent moquée, parfois rejetée, ce qui accentue encore son isolement. Dans sa vie quotidienne, rien ne vient réellement compenser cette situation, puisqu'il enchaîne des petits boulots précaires, notamment des travaux d'entretien ou des emplois temporaires sans perspective, qu'il vit comme une contrainte plus que comme une solution, renforçant son impression d'être enfermé dans un cadre qui ne lui correspond pas. Tandis qu'en parallèle, il souffre de douleurs chroniques à l'estomac, des douleurs qu'il décrira comme intenses, persistantes et difficiles à comprendre. Un problème qui affecte son quotidien et participe à un malaise plus global. C'est dans ce contexte que la musique devient essentielle, non pas comme un simple loisir, mais comme un espace dans lequel il peut enfin exister autrement. Et lorsqu'il découvre la scène punk, avec son énergie brute, son absence de filtre et son refus des conventions, il y trouve une forme de cohérence, une manière de transformer ce qu'il ressent en quelque chose de tangible. À Aberdeen et dans les environs, cette scène existe,
discrète mais bien réelle. Et Kurt se rapproche notamment du groupe Melvins, dont il fréquente les membres. En particulier Buzz Osborne, qui joue un rôle déterminant dans son parcours, en lui permettant d'assister à des répétitions, de comprendre concrètement comment fonctionne un groupe et de s'inscrire dans un réseau musical local. Ces moments sont essentiels, parce qu'ils lui montrent que quelque chose est possible, même dans un environnement qui ne semble pas destiné à produire ce type de musique. Parallèlement, sa vie personnelle reste instable, marquée par des relations importantes comme celle avec Tracy Marander, qui l'héberge pendant une période clé et lui apporte une forme de stabilité temporaire. Puis avec Toby Vale, issu de la scène d'Olympia, qui influencera profondément sa sensibilité artistique et son rapport à la musique. Durant cette période, Kurt traverse également des phases de grande précarité, dormant chez des amis, parfois dans des conditions difficiles, ce qui contribue à renforcer son sentiment d'isolement. Et c'est dans ce contexte qu'apparaît le pont de la rivière Wishkah. Ce pont, situé à l'écart, au-dessus d'une eau sombre bordée de végétation très dense, est un endroit discret, presque caché, où l'on peut se tenir seul, loin du regard des autres. Et pour Kurt, il devient une image forte, un espace qu'il évoquera lui-même à plusieurs reprises, notamment en expliquant que certaines de ses chansons étaient nourries de périodes où il se sentait en marge, en retrait du monde. Une expérience qu'il traduira directement dans Something in the Way, où il décrit la sensation d'être sous un pont, au contact de l'eau et du silence, comme une manière de donner forme à un isolement profond. Ce sentiment d'être en marge entre deux états, sans véritable point d'ancrage. Avec le temps, cette image sera souvent interprétée de manière littérale. Mais dans ses propres mots, elle relève autant du ressenti que de la réalité. Aberdeen, dans son ensemble, devient ainsi une ville qu'il rejette ouvertement et qui continue à le définir profondément, influençant sa manière d'écrire, de penser et de créer. À la fin de son adolescence, cette tension intérieure se transforme en projet concret et Kurt rencontre Krist Novoselic, avec qui il partage des influences communes, ce qui donne naissance à Nirvana, un groupe qui passe par plusieurs formations, plusieurs batteurs, et qui commence à se structurer dans cette scène locale, encore marginale. Les répétitions, les trajets improvisés et les premiers concerts dans des salles à moitié vides participent à forger un groupe encore fragile, mais déjà porté par une énergie singulière. À mesure que Nirvana évolue et que la pression liée au succès s'intensifie, la formation du groupe se stabilise autour de figures essentielles, notamment Krist Novoselic à la basse et Dave Grohl à la batterie. Mais cette configuration va être renforcée à partir de 1993 par l'arrivée de Pat Smear, ancien membre du groupe punk Germs, qui rejoint Nirvana en tant que guitariste additionnel pour les performances live. Sa présence permet d'épaissir le son du groupe sur scène, mais joue également un rôle plus subtil dans l'équilibre interne, en apportant une forme de stabilité et d'expérience issue de la scène punk des années précédentes. Dans un moment où Nirvana, devenu un phénomène mondial, doit gérer une exposition de plus en plus intense, notamment lors des tournées et des apparitions publiques. Pat Smear est ainsi présent durant la période finale du groupe, notamment lors des performances marquantes de 1993 et début 1994, ce qui le place au cœur de la dernière phase de l'histoire de Nirvana, à un moment où la tension est déjà palpable. Lorsque la trajectoire de Kurt Cobain bascule au début des années 90 avec le succès mondial de Nirvana, porté notamment par l'album Nevermind, ce changement d'échelle ne se limite pas à une évolution artistique, mais entraîne une transformation profonde de son quotidien, puisqu'il passe en l'espace de quelques mois d'une scène alternative relativement confidentielle à une exposition médiatique permanente. Un basculement qui, dans son cas, ne s'accompagne ni d'un sentiment de maîtrise, ni d'une forme d'adaptation progressive, mais plutôt d'un décalage grandissant entre ce qu'il est et ce que le public projette sur lui.
Ce décalage s'inscrit dans un contexte déjà fragile, mais aussi par une pression constante liée à son statut, à la réception de sa musique et à l'attention portée à sa vie privée, en particulier sa relation avec Courtney Love, largement commentée dans les médias. Honestly. You don't like it? It's nicer when it's straight because it doesn't make your face look so round. Oh my god! Leur relation, à la fois intense et constamment exposée, devient un point de fixation pour les médias. Tandis que la naissance de leur fille, Frances Bean Cobain, en 1992, introduit une dimension supplémentaire dans un équilibre déjà instable. C'est dans ce contexte que l'année 1994 commence, et qu'un premier événement majeur va venir cristalliser les inquiétudes de son entourage. Lorsque le 3 mars, à Rome, Kurt Cobain est hospitalisé après une survenue dans sa chambre d'hôtel. Un événement officiellement présenté comme un accident, mais immédiatement perçu comme un signal d'alerte par ses proches, qui y voient la manifestation d'un état de fragilité avancé. À son retour aux États-Unis, une intervention est organisée, réunissant plusieurs personnes de son entourage, afin de le confronter à sa situation et de l'inciter à suivre un traitement. Ce qui conduit à son admission le 30 mars 1994 dans un centre spécialisé en Californie, dans un cadre censé lui permettre de se stabiliser. Mais cette tentative va rapidement échouer, puisqu'à peine un jour plus tard, le 1er avril, il quitte l'établissement de manière imprévue, franchissant les limites du centre et disparaissant sans prévenir, ce qui marque le début d'une période particulièrement difficile à documenter avec précision. Dans les heures qui suivent, Kurt Cobain prend un vol pour Seattle. Et à partir de ce moment, les informations deviennent fragmentaires, reposant sur des observations indirectes, des témoignages partiels et des éléments matériels. Ce qui oblige les enquêteurs à reconstituer les événements à partir d'indices dispersés, en croisant témoignages, éléments matériels et observations indirectes. Entre le 2 et le 5 avril 1994, plusieurs indices convergent pour situer sa présence dans la maison de Denny Blaine, située au 171 Lake Washington Boulevard. Une propriété importante dans l'enquête, car elle présente une configuration particulière, avec notamment une pièce située au-dessus du garage, séparée du reste de l'habitation, relativement isolée et difficilement visible depuis l'intérieur, ce qui constitue un élément clé dans la compréhension du délai entre les événements connus et la découverte. Durant cette période, les interactions de Kurt Cobain avec son entourage sont extrêmement limitées. Les contacts sont rares, les déplacements peu documentés, et cette absence de visibilité contribue à créer une zone d'incertitude qui alimentera par la suite les interrogations autour de la chronologie précise. Le 8 avril 1994, Gary Smith, électricien, se présente sur les lieux et découvre le déclenchant immédiatement l'intervention des autorités, qui procèdent à une analyse complète de la scène. Dans la pièce, située au-dessus du garage, les enquêteurs relèvent plusieurs éléments matériels importants, dont la position, la présence d'objets personnels, ainsi qu'une lettre manuscrite laissée à proximité immédiate. Un document qui va rapidement devenir central dans l'enquête, non seulement en tant qu'indice, mais aussi en tant qu'élément d'interprétation. Cette lettre évoque de manière explicite son rapport à la musique, à la scène et à la célébrité, décrivant une perte de connexion progressive avec ce qu'il ressentait auparavant, ainsi qu'une forme de lassitude profonde, tout en citant Neil Young, ce qui renforce la dimension personnelle du texte. Mais dès sa diffusion, elle donne lieu à deux types de lectures. L'une, considérant qu'elle correspond à l'état d'esprit décrit par ses proches. L'autre, estimant que certaines parties du texte pourraient être interprétées différemment. Parallèlement, les analyses médico-légales menées par le comté de King permettent d'établir plusieurs éléments essentiels, notamment la présence de substances dans l'organisme à un niveau très élevé, ainsi que des données permettant de situer le moment du décès
autour du 5 avril 1994, soit plusieurs jours avant la découverte, ce qui explique le délai observé et constitue un point important dans la reconstitution de la chronologie. En croisant l'ensemble des informations disponibles, les autorités établissent une séquence cohérente. L'épisode de Rome le 3 mars, l'entrée au centre le 30 mars, le départ le 1er avril, le retour à Seattle dans les jours suivants, une présence dans la maison jusqu'au début du mois d'avril, et enfin une découverte le 8 avril. Une chronologie qui, bien qu'imparfaite dans le détail, présente une continuité logique. Sur cette base, l'enquête officielle conclut à un en s'appuyant sur la cohérence entre les éléments matériels, la lettre, le contexte personnel et les analyses réalisées. Une conclusion qui reste à ce jour la position maintenue par les autorités. Cependant, à mesure que les années passent, certains observateurs vont soulever des questions, notamment sur la précision des déplacements entre le 1er et le 5 avril, sur certains détails matériels de la scène, ainsi que sur l'interprétation de la lettre, ce qui va donner lieu à différentes hypothèses, parfois contradictoires. Mais malgré ces débats, aucune preuve formelle ne viendra contredire les conclusions officielles. Aujourd'hui encore, cette affaire reste marquée par cette dualité entre une version officielle structurée et validée et un ensemble de questionnements persistants qui témoignent de la complexité du sujet, non seulement sur le plan factuel, mais aussi sur le plan humain. Et c'est précisément là que l'enquête prend tout son sens, car en remontant le fil des événements, en observant les éléments dans leur ensemble, on constate que la compréhension de cette disparition ne se limite pas aux quelques jours d'avril 1994. Car lorsque l'on remonte encore plus loin, on retrouve toujours les mêmes points d'origine. Aberdeen, l'isolement, la fracture initiale, et cette pression qui s'est installée progressivement, au point de poser une question qui dépasse l'événement lui-même. Tout était-il en train de se jouer avant avril 1994 ? Et si l'enquête tente de comprendre les circonstances précises de ces derniers jours, elle ne suffit pas à résumer ce qu'a été Kurt Cobain. Car derrière les faits, les rapports et les interprétations, il reste une trajectoire singulière. Celle d'un artiste qui, en quelques années, a réussi à transformer un mal-être intime en une expression universelle, laissant derrière lui une œuvre qui continue aujourd'hui encore de résonner bien au-delà de sa propre histoire.